Eh bien bonjour à toutes et tous, nouveau format sur la chaîne des Patriotes du Calvados, un entretien, premier du genre, et on espère qu'il y aura d'autres entretiens de la même façon, et une longue série. Pour ce premier entretien, j'accueille un cinéaste que vous avez déjà pu éventuellement rencontrer en manifestation à Paris avec les Patriotes, cinéaste indépendant, souverainiste, qui est un électron libre du 7e art, c'est Alexandre Bellas. Bonjour Alexandre. Eh ben, bonjour Pierre-Emmanuel, merci de ton invitation sur ta chaîne YouTube. Mais c'est un plaisir. Eh ben, pour moi aussi. Et donc en fait, oui, je confirme, donc je me présente souvent comme un citoyen souverainiste cinéaste. Bon, je pense qu'on va échanger effectivement sur mon parcours. Peut-être juste pour une première partie, je dirais, voilà, mais ma carrière, on peut dire, se décompose en trois grosses parties: l'informatique, l'enseignement et depuis quelques années le cinéma. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a amené au cinéma précisément? Ça a été quoi le déclic? Alors le déclic, en fait, c'était vraiment très jeune, donc vers l'âge de 13 ans, j'ai été vraiment passionné par le cinéma. J'ai été d'abord attiré par les grandes affiches. J'ai habité à un moment donné en Normandie, d'ailleurs au Havre, dans la ville du Havre, et quelques temps d'ailleurs aussi à Honfleur. Et dans cette époque-là, j'ai eu la chance de croiser à la fois l'éditeur PJO, Pierre-Jean Oswald, qui faisait surtout l'édition de livres policiers, donc lui n'est pas très connu, mais son meilleur ami était Jean-Luc Godard, donc là ça parle déjà mieux. Et évidemment, c'est une des icônes de la nouvelle vague. Et j'ai vraiment failli le croiser. Mes parents à l'époque n'étaient pas assez actifs, mais j'écrivais réellement des scénarios et je me suis dit que pour les gens qui aiment bien, qui apprécient mon travail cinématographique, je pourrais montrer un petit peu. J'ai conservé tous ces cahiers de l'époque, donc là j'ai 13 ans et j'écris véritablement tout un tas de scénarios qui sont en fait, alors pas structurés comme on écrit des scénarios aujourd'hui, bien sûr, mais qui sont quand même de véritables histoires. Hein, et bon voilà, je tourne quelques pages pour montrer un peu à quoi ça correspond. Et puis aussi je découpais... Tu as commencé très tôt finalement. Est-ce que tu as pensé à mettre un jour en images ces scénarios, ou tu penses que ça vaut le coup ou pas? Alors ces scénarios, en fait, je les relis même pas, je les garde un peu comme souvenir. Alors voilà, j'avais aussi l'habitude de découper toutes les... C'était à l'époque dans le Canard enchaîné, tous les mercredis, je crois, il y avait les articles sur les films qui sortaient. Donc ça donnait des choses comme ça, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Oui, oui, très bien. Voilà. Alors, non, à partir de là, moi, j'ai jamais pu transformer l'essai, comme on dit. J'ai gardé surtout en souvenir ces scénarios. Il y avait quand même une histoire, mais c'était pas aussi structuré qu'il est nécessaire pour écrire un scénario. Donc ça, je pense que c'est pas vraiment exploitable. C'était vraiment un travail d'adolescent, mais c'était disons la première marque, la première implication dans le cinéma. Après, il y a une longue période d'abstinence, on va dire, et c'est revenu beaucoup plus dans les années récentes, en fait. Ça date d'il y a 5 ans, à peu près. La reprise, vraiment, avec une implication réelle. Mais si tu veux, je peux t'expliquer comment s'est fait ce passage, en fait, ce réveil. Oui, 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 parce que bon, on va parler après de la période de 2019 à nos jours, mais oui, Ah, bien sûr. Oui, oui. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai une longue période où j'ai maintenu et développé mon propre site de soutien professionnel et matières scientifiques. Et à travers cette activité, j'avais la nécessité de développer aussi d'abord des vidéos pédagogiques très structurées, très rigoureuses. Et puis, de fil en aiguille, j'ai voulu toucher un peu plus, explorer les outils médiatiques, les outils de vidéo à travers PowerPoint, les diaporamas. Ensuite, j'ai étendu cette découverte et cette curiosité vers les outils de montage cinéma, puisqu'à partir de là, j'ai vu qu'il y avait différentes façons d'associer les transitions, le montage, lier les sons et les images. Enfin, voilà, j'ai un peu plus exploré l'aspect cinématographique, alors qu'au début, c'était juste faire des beaux diaporamas pour les mettre en ligne, quoi. Donc c'était comme ça un glissement progressif de la pédagogie vers l'activité cinématographique. En fait, il faut savoir qu'il y a aussi un autre grand axe qui m'a plongé là-dedans, c'est une exaspération par rapport au déclin des valeurs qui me sont les plus chères, comme la vérité, la justice et la liberté. Alors là, ça a été le coup d'accélérateur. Je me suis dit, mais maintenant, finalement, c'est pas si compliqué que ça de monter un film. Et si en plus je peux passer du message
et m'impliquer en brandissant en fait ce qui me paraît vraiment un vecteur intéressant pour passer des messages, ben voilà, j'ai dérivé, alors là j'ai accéléré ma progression vers la création cinématographique. Alors, il y a eu un premier film en 2019, Octobre Bleu Prusse. C'était juste avant tout ce grand révélateur de 2020. Tu peux nous en dire deux mots ? Bien sûr, alors Octobre Bleu Prusse est d'ailleurs sorti à une date tout à fait symbolique et dramatique, j'ai envie d'ajouter. C'était le 15 avril 2019, c'est le jour exact où s'est enflammée l'église Notre-Dame à Paris. Ouais. Donc les flèches de l'église Notre-Dame. Donc ça a quand même une valeur symbolique, surtout que dans ce film, alors ce film c'est quand même important dans l'itinéraire effectivement, puisque je suis déjà positionné dès le départ dans ce que j'appelle et qui va se révéler et se confirmer au cours des films, une fiction, mais avec de la densité d'informations et de symboles à éveiller dans les esprits, pour provoquer des éveils dans les esprits. Et là, dans ce film, oui, pour en dire deux mots, je réunis trois personnalités qui sont à la fois Napoléon Bonaparte, le philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel, et le compositeur Ludwig van Beethoven. Alors, ce qui est intéressant, quel est l'intérêt justement d'intégrer, ce qui est très intéressant, mais d'intégrer des personnages de l'histoire pour relater l'histoire contemporaine ? Quel est le pont qui se fait entre les deux ? Alors, c'est une excellente question. En vérité, ce que j'ai aimé faire à travers la réunion de ces trois personnages, et c'est la liberté que je me suis donnée d'ailleurs aussi dans d'autres films qui ont suivi, c'est de pouvoir passer par-dessus le temps. Et en plus, là, il se trouve qu'ils sont tout à fait contemporains, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans un créneau où ils auraient pu se rencontrer réellement. Hegel et Bonaparte sont vraiment dans la ville d'Iéna, à la veille de la bataille d'Iéna. Oui, c'est ça, à la veille de la bataille d'Iéna, le 13 octobre 1806. Et Beethoven, il est en Autriche, il n'est pas très loin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a effectivement qui peut avoir une implication dans une période comme celle que nous traversons ? Eh bien, c'est déjà le triptyque à travers ces trois personnalités, du stratégique, Napoléon Bonaparte, de l'intelligible, le philosophe Hegel, et du sensible, à travers la musique, Beethoven. Donc aujourd'hui, je pense que si on veut apporter une réponse à tout le désastre du wokisme et de la cancel culture, c'est déjà de s'appuyer sur ce socle intelligible, sensible, stratégique. Voilà, pour essayer de te répondre succinctement. Oui, ça permet, en mettant des personnages, effectivement, oui, de reprendre des thématiques et des choses qui touchent l'humain dans la période qu'on vit actuellement. Exactement. J'en prends encore le présent parce que tout n'est pas terminé, bien sûr. Loin de là. Oui, je pense pas. On est peut-être on arrive justement, c'est intéressant parce que le film suivant s'appelle, il est sorti en 2020. Donc précisément au début de toute la crise sanitaire, 2084, la ligne jaune, on comprend par là qu'effectivement c'est une ligne à pas franchir. C'est celui-ci qui est une fiction un petit peu dystopique, mais qui se rapproche quand même d'une certaine forme de réalité potentielle. Tout à fait. Là, je le considère un peu dans la série. Je mets un peu à part parce que c'est, je pense, peut-être le film le plus visionnaire que j'ai pu faire jusque-là, puisqu'en réalité, effectivement, comme tu le rappelles, on est en avril 2020, il sort. Et il faut savoir que la trame essentielle de ce film, c'est le personnage fictif, bien sûr, de la mort que je mets en avant, qui en fait a une préférence pour deux périodes. La mort a une préférence à la fois pour le XXe siècle, parce que c'est le siècle où il y a eu 2 guerres mondiales qui ont été vraiment une hécatombe pour l'humanité, et le siècle des cétacés, où il y a en fait les premiers dinosaures, il n'y a absolument aucune humanité. Donc voilà les siècles préférés du personnage de la mort. Et ce personnage, en fait, va vraiment, être scandalisé par 2 tendances qui se délivrent en fin du XXe siècle, c'est-à-dire à la fois une expansion de la démographie et un allongement de la durée de la vie. Donc, elle se rapproche de la sphère politique, elle dit ça ne va pas du tout, il faut que nous fassions une constitution pour absolument inverser ces 2 tendances. Alors, je ne sais pas si tu vois le signal par rapport à ce qui se passe après avec la crise du Covid, et ça, je l'ai écrit bien avant qu'arrive la crise du Covid. Donc, c'est vraiment
Je dis dans ce film d'une façon ironique, sarcastique et même assez brutale, combien la sphère politique est de connivence avec les effets de la mort, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la mort peut carrément leur demander d'écrire une constitution pour réduire la démographie et la durée de la vie. Et on est un petit peu dans cette optique-là en ce moment, puisqu'on a eu récemment la fameuse loi sur l'euthanasie, sur etc., le droit de vie et de mort, en fait, finalement, hein, des populations. Exact. C'est vrai que ce sont des sujets qui sont encore tout à fait prégnants. Hein. Exactement, puisqu'en fait, on s'attaque aux deux bouts de la chaîne de la vie, c'est-à-dire à la fois une incitation à l'euthanasie, une facilitation de l'euthanasie, donc en fin de vie, et de nombreuses difficultés, obstacles qui sont présentés à des jeunes couples ou des moins jeunes couples qui veulent aller dans le sens de la naissance et de faciliter l'arrivée de nouveaux arrivants dans la vie. Oui, tout à fait. Donc on a à la fois une réduction à l'entrée et un grandissement à la sortie. Et alors, très logiquement, dans la suite, on reprend les idées que tu avais énoncées tout à l'heure. 2021, alors à l'époque, on était en plein pass sanitaire, en pleine restriction, les masques, et ainsi de suite. Et là, ton film suivant s'appelle Le besoin de vérité, de liberté et d'oxygène. Il n'y a pas plus d'actualité à ce moment-là. Oui, je crois que là, les mots sont choisis, ils ne sont pas là par hasard. Et alors, là, il y a aussi une convergence avec une chance inouïe. Bon, j'ai fait quelques études au lycée Henri IV, donc j'ai eu la chance d'aller sur place retrouver le proviseur. Et il m'a fait des facilités en tant qu'ancien élève. Et c'est vrai que j'ai eu quasiment le trousseau. J'ai découvert même des lieux du lycée Henri IV que je ne connaissais pas en tant qu'élève ou que je ne pouvais pas, desquels je ne pouvais pas accéder quand j'étais élève, et y compris les lieux avec les archives ou les caves du lycée Henri IV. C'est absolument passionnant. Il faut savoir que c'est un des lieux, parce qu'il y a aussi l'école normale supérieure après, où est passée justement Simone Veil. Donc franchement, reparcourir les lieux qui ont été investis par Simone Veil, c'était déjà du bonheur pur. Et effectivement, pourquoi Simone Veil ? Bien évidemment, ce film, c'est retracer en fait toute la période scolaire et philosophique de Simone Veil, avec, je dirais, un parcours. J'ai d'ailleurs écrit sur Simone Veil un article que je peux peut-être présenter pour ceux qui ont envie de connaître un petit peu mon travail cinématographique, dans la revue Crisis, qui s'appelle Philosophie, donc, qui était, dont le titre était Philosophie. C'était en novembre 2021. Remonte la couverture, s'il te plaît. Remonte la couverture. Ah oui, la couverture, oui. Voilà, très bien. Parfait. Voilà. Recule un petit peu. Et, voilà. Ah oui, voilà. Et donc là, en fait, un article sur Simone Veil, une météorite dans l'espace philosophique, tel que je l'ai appelé, et le directeur de publication de cette revue, Alain de Benoist, a eu la gentillesse de me laisser quasiment le plus grand nombre de pages possible. J'ai insisté pour avoir vraiment beaucoup de caractère, et là, j'ai pu vraiment déployer un article de fond sur Simone Veil. Donc vraiment, c'est quand je suis en privé, je dis même que c'est vraiment la femme de ma vie. Et clairement, j'ai voulu à tout prix restituer la puissance de son travail, parce que c'est une des rares philosophes à allier à la fois la philosophie, donc le verbe, et l'action. Il faut savoir que Simone Veil a rejoint De Gaulle pour la France libre à Londres en 1943, et qu'elle a été aussi auprès des combattants sur la guerre d'Espagne. Elle s'est rendue aussi à Berlin dans la période pré-nazisme. Enfin, elle a toujours voulu être sur le terrain pour voir par elle-même. Elle était dans les camps aussi. Hein, Elle était aussi dans les camps. Et je dirais aussi qu'elle a voulu à tout prix aussi vivre dans sa chair l'expérience, que ce soit ouvrière agricole, ouvrière chez Alstom, chez Renault. Donc, elle a été plus loin que la simple énumération ou observation. Elle a voulu vraiment vivre toutes ces conditions, la condition ouvrière, d'ailleurs elle en a fait un livre, pour vivre les choses et les comprendre de l'intérieur, en associant ça toujours aux notions, à la dimension de l'âme. C'est très présent et très important, d'où d'ailleurs son chapitre « Les besoins de l'âme » dans un de ses derniers livres, « L'enracinement », le plus important, qui avait été commandé par le général de Gaulle lorsqu'il lui a demandé d'écrire un livre pour essayer de bâtir peut-être pas une constitution, mais des éléments pour pouvoir penser à l'après-libération. Tout à fait. Alors en 2022, parce que tu as bossé pendant cette période-là. Oui, je n'ai pas chômé là. Je me suis donné un challenge. En 2022, il était une fois le dernier cinéma de Paris. Ça parle de quoi ? Alors là, c'est peut-être parmi mes fictions, c'est la plus fiction, si je peux dire, parce que là, en réalité,
La trame, c'est celle-ci. J'installe un personnage divin qui s'appelle Demos Chronos, qui est tout à fait éloigné, dans une galaxie éloignée. Et puis, il est très inquiet parce qu'il doit arriver en 2084 des premiers humanoïdes. Donc évidemment, il fait son enquête, il se dit mais comment ça se fait, c'est vraiment bizarre, ils ont une telle attraction pour venir de plus en plus nombreux s'installer sur ma planète. Donc il va consulter une déesse sur la planète voisine qui s'appelle Aphrodigita, bon pas par hasard, hein, un mélange d'Aphrodite et de digital, Aphrodigita, et il va lui demander de faire vraiment une enquête. C'est vraiment comment dire, elle a une capacité intellectuelle parce qu'on lui a greffé plusieurs accessoires numériques, donc elle est déjà augmentée, comme on dit, et donc elle a la capacité de chercher dans les archives, de remonter dans le temps, et elle remonte jusqu'à la période 2020-2030, comme par hasard, et elle découvre qu'il n'y a plus que des cinémas uniques sur toute la planète. Des cinémas qui s'appellent Le Bien et le Mal, et donc elle poursuit son enquête, et elle s'aperçoit en fait qu'il y a eu plein d'interrogatoires très policés pour détecter qui avait ou n'avait pas respecté toutes les contraintes du confinement, de l'état d'urgence, de la vaccination. Et donc, effectivement, il y a des gens qui ne répondaient pas aux bons critères et qui sont expédiés. Voilà. Et c'est comme ça qu'on non seulement ça faisait le pont avec la période qu'on vivait à ce moment-là, et puis il y a un tas de symboliques à l'intérieur. Bon, déjà, rien que la période 2084, on y revient de ton précédent film, justement, c'est encore autre chose. Et puis, tous ces sujets sont ce qu'on a vécu, finalement. Donc ça laisserait présager, j'ai envie de dire, que ça pourrait continuer dans le futur si on laisse pourrir les choses, finalement. Ça pourrait évoluer, la société pourrait évoluer en ce sens-là. Et c'est effectivement la vision que j'ai eue. C'est un peu je me positionne aussi, en lanceur d'alerte, hein, c'est-à-dire que quelque part, je trouve, bien sûr, c'est une fiction, puisque je mets un personnage en 2084 qui est un dieu expatrié, si on veut, sur une autre planète. Mais en réalité, c'est pas absolument irréalisable. Hein, c'est-à-dire, on peut se poser la question, d'ailleurs. Je trouve des fois ces hypothèses un peu farfelues quand j'entends est-ce que la situation actuelle, c'est pas des extraterrestres qui voudraient envahir la Terre? Pourquoi pas? Toutes les hypothèses aujourd'hui sont à étudier, mais en réalité, je ne voyais pas vraiment sur cet axe-là. Mais en réalité, vu les événements et l'accélération des événements, on peut le voir sur différentes facettes. On peut aussi imaginer que ce sont quelques milliardaires qui ont des vues sur l'appropriation de la Terre qui pourraient aller dans cette direction. Voilà. Ça, c'est déjà quand même dans les tuyaux. Voilà, il y a certains éléments. C'est pas une dystopie ni une utopie. Hein. Exactement, je vois que j'ai affaire à connaisseur. C'est vérifiable. C'est tout à fait vérifiable. Il y a déjà quand même des éléments. Si vous voulez, quand tu as, excuse-moi, si tu as un Mark Zuckerberg qui commence déjà à se faire un bunker à 500 millions d'euros, on peut se demander, il n'est pas le seul parmi, je pense que tous les milliardaires là s'installent confortablement dans des bunkers, on peut faire toutes les hypothèses et toutes les extrapolations. Hein. Absolument, absolument. Alors en 2022, il y a eu un autre film, Premier pas vers le nouveau monde. Est-ce que c'est un peu la suite ou est-ce que c'est une explication intermédiaire de ce que tu nous as expliqué jusqu'à présent? Oui, alors on pourrait le situer comme un complément, hein, finalement. Évidemment, c'est toujours sorti des mêmes préoccupations. Là, je dirais que c'est plus ciblé, effectivement. On peut dire que c'est vraiment un film qui veut alerter et qui veut s'offusquer et être scandalisé par la poussée du wokisme, de la cancel culture, de la théorie des genres. Et donc là, je prends un lieu culte qui est l'église Saint-Roch au cœur de Paris, qui est une des plus belles églises de Paris, hein, qui fait plus de 200 mètres de long, et qui a à la fois, ce qui m'a fasciné avec l'église Saint-Roch, et tout le film s'y passe, hein, c'est qu'elle a à la fois elle a une trois dimensions, en fait, la dimension christique et religieuse, bien sûr, la dimension historique et la dimension artistique. La dimension religieuse, évidemment, par la succession de toutes les phases qui ont permis la construction de cet édifice. La dimension historique, parce qu'il y a eu notamment une insurrection monarchiste qui a été matée par Napoléon Bonaparte sous le commandement de Murat, et qui lui a donné d'ailleurs un effet de levier incroyable. On peut dire que la carrière de Napoléon Bonaparte démarre après avoir maté l'insurrection royaliste dans la rue qui se trouve juste devant l'église Saint-Roch.
dans laquelle ont été abattus quand même, dans des fusillades, presque 300 personnes, 300 insurrectionnistes. Il a fait venir des canons. Enfin, il a fait une opération brillante vu du point de vue de la Convention et de la situation à l'époque. Et en fait, derrière ça, il a enchaîné une escalade de montée de titres de plus en plus impressionnants et importants. Donc voilà la dimension historique. Et pour ne pas oublier, il y a aussi une dimension artistique, puisque déjà, l'église Saint-Roch a été requalifiée, entre autres, la paroisse des artistes. Et on y trouve beaucoup de sépultures importantes, notamment le peintre Fragonard, l'écrivain Bossuet, l'architecte du château de Versailles, Le Nôtre, et j'en oublie, il y en a d'autres, bien sûr. Il y a un écrivain italien, je dois en oublier, et Corneille, bien sûr, Corneille, à l'église Saint-Roch. Eh oui, tout à fait. C'est tout un symbole, cette église Saint-Roch, c'est vrai que... C'est énorme, c'est vraiment, c'est une mine de ces trois dimensions, en fait. Et vraiment, et on sent qu'il y a une atmosphère dans cette église, c'est vraiment impressionnant. Donc déjà 5 films, et un 6e en devenir, qui sort très bientôt, avant-première au mois d'avril à Paris, on va en reparler dans un instant. Ce film, c'est Uchronic Parabolique. J'ai répété, hein. C'était pas évident. Quand j'ai vu le titre au début, je me suis dit, comment on prononce ça? Et en fait, on comprend par rapport à la bande-annonce, on comprend le rapport, enfin tu vas nous l'expliquer entre Nietzsche et Victor Hugo et ce que tu as voulu faire passer dans ce film. Alors, on t'écoute. Oui, alors Uchronic Parabolique, ça vaut peut-être la peine de s'attarder un tout petit peu sur le titre. Pourquoi ce choix de titre? En fait, il faut savoir que, d'ailleurs je l'avais fait dans le passé, dès le premier film avec Octobre Bleu Prusse, dès qu'on fait comme ça des fictions où on fait se rencontrer des personnes qui ne se sont pas rencontrées dans la réalité, on parle d'Uchronie. Il y a un terme que j'ai découvert d'ailleurs en faisant mon activité. Et je connaissais pas. Une uchronie, c'est ça. C'est réellement faire une fiction, se faire rencontrer des personnes. Il paraît que ça se faisait déjà à l'époque de la civilisation grecque, la pratique de l'uchronie. Alors évidemment, quand j'ai voulu rapprocher Victor Hugo et Frédéric Nietzsche, je vais expliquer pourquoi. Nietzsche, ça commence aussi par NIE. Uchronie, ça se termine par NIE. Alors là, je l'avais sur un plateau, quoi. Uchronic. Et parabolique, je viendrai après, si tu veux. Quelle est cette parabole? Je peux l'enchaîner maintenant. Non, mais allons-y dans la foulée. Vas-y. Dans la foulée. Donc, en fait, c'est un film qui va s'appuyer sur une œuvre que je considère comme une œuvre majeure, qui a été aussi une de mes premières lectures d'adolescent. Donc, c'est certainement ceci explique cela. Donc, Ainsi parlait Zarathustra, qu'on a souvent, disons, défini comme une œuvre philosophique, ce qu'elle est, mais c'est aussi une œuvre foncièrement poétique et lyrique. Et donc, si on met côte à côte Victor Hugo avec ses contemplations, je crois qu'il en a écrit plus de 150, si je me souviens bien, 156, qui est aussi reconnu comme un poète, mais alors à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que c'est un des plus grands poètes de la planète, Victor Hugo. Et surtout c'est très riche dans son évolution personnelle, et c'est une personne, je dirais, que j'insère quand même dans le film, même si c'est modestement, mais on voit bien, tout le monde s'est mis d'accord pour dire que Victor Hugo a vraiment 2 phases importantes dans sa vie, et que la tragédie qui a touché sa propre fille, qui s'est noyée alors qu'elle faisait simplement de la barque, je crois, sur la Seine, avec son mari qui venait d'être... son mari très récent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a vraiment éprouvé. Et donc, à partir de là, il est vraiment parti dans une profusion et une richesse d'écriture artistique et poétique phénoménale. Je dirais même qu'il a trouvé beaucoup d'inspiration en venant en Normandie, puisqu'il a vécu sur l'île anglo-normande de Guernesey. Il y a toujours sa maison qui se visite d'ailleurs, pas très loin de chez nous. Et c'est là qu'il a écrit Notre-Dame de Paris d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est une phase importante et tu fais bien de le rappeler. Donc, effectivement. Alors, ce qu'il y a d'implicite dans ce film, je m'appuie effectivement parce qu'on a beaucoup traité. C'est une façon aussi de restaurer plusieurs choses. Là, il y a plusieurs dimensions dans le choix de cette écriture, dans le choix de ce film. Notamment, déjà, on pourrait dire
par rapport à tout ce qui était attendu de certaines personnes comme moi, de ma génération ou plus tard, par rapport à l'Europe. On nous a fait rêver sur l'Europe. Pour moi, l'Europe, c'était d'abord une Europe culturelle, c'était l'Europe de Léonard de Vinci, c'était l'Europe de Shakespeare, c'était l'Europe des grands philosophes allemands, des grands auteurs français, et réunir déjà cet axe franco-allemand autrement qu'avec nos pingouins politiques de l'UE, c'était Victor Hugo et Friedrich Nietzsche. C'était une autre façon de représenter. Victor Hugo, justement, était lui-même, à son époque, déjà un européiste convaincu. Hein. Oui, alors ça, effectivement, il faut toujours le recontextualiser. Mais oui, effectivement, c'était un républicain qui était européiste, c'est clair. Mais voilà, donc je dirais qu'il y avait déjà cette dimension-là. Après, je voulais aussi un peu rendre justice à Nietzsche, parce que combien de récupérations ont été faites, surtout à l'approche de la période nazie, avec son histoire de surhomme. On a voulu considérer qu'il voulait créer des êtres supérieurs qui écraseraient les êtres inférieurs, alors que ce n'est pas du tout le discours du surhomme. Il faut relire absolument ainsi par les Zarathustra. Le surhomme, c'est un peu une invitation à ce qu'on appellerait aujourd'hui le développement personnel. C'est une invitation à se dépasser, à s'affranchir de tous les rituels, de toutes les incitations à être guidé dans une direction ou une autre. Effectivement, on peut s'en inspirer, on peut se confronter à ces influences, mais à un moment donné, il attend du surhomme, c'est-à-dire c'est simplement un homme qui prend possession de lui-même, qui essaye de se développer et qui essaye de trouver sa propre force et d'en faire profiter les autres, quoi. Donc c'est quand même autre chose que d'être un homme supérieur qui écrase les hommes inférieurs. Et c'est bien parce que ça fait un contraste justement dans les deux idées entre Nietzsche et Victor Hugo sur le contexte qu'on vit actuellement et les perspectives qu'on veut donner à nos vies, quoi. C'est vrai que le développement personnel est quand même très, j'allais dire à la mode, c'est pas le mot qui convient, mais est quand même très tendance depuis quelques années, et c'est vrai que ça aide beaucoup. Il y a ce contraste avec justement l'écriture et l'homme politique qu'est Victor Hugo de l'autre côté. Ce choc, en fait, je dirais, entre deux mondes, quoi, finalement. Tout à fait, et d'ailleurs c'est un peu le découpage du film. En fait, je structure le film avec justement des parallèles entre leurs approches sur les grands thèmes de société, qui sont la religion, la politique, la liberté, la nature, la vérité. Donc effectivement, ils ont on a voulu, je pense, bien qu'on n'a pas tellement essayé de les confronter, mais en fait, on les voit un peu comme trop antagonistes. En vérité, c'est intéressant parce que même les démarches par rapport à la religion, bon, bien sûr, il y a le célèbre Dieu est mort de Friedrich Nietzsche, qui déplaît à la fois aux athées, parce que les athées se disent Dieu n'a jamais existé, donc il ne peut pas mourir, et qui déplaît aussi aux croyants, parce que puisque Dieu est éternel, il ne peut pas mourir. Donc, il y a cet aspect-là, mais en même temps, il faut voir que Victor Hugo, bien que beaucoup plus croyant que Nietzsche, a été quand même, il s'est fait d'ailleurs assez critiqué pour ça, il a une vision beaucoup plus déifiée, c'est-à-dire qu'il est un peu gêné par tout ce qui est la représentation avec les autels, avec les cérémonies, avec tout le caractère théâtral qu'il y a autour du christianisme. Alors voilà, c'est juste que moi, dans tous mes films, d'ailleurs, je fais attention à ça. Je n'effleure personne. En fait, je ne suis pas du tout dans une démarche idéologique. Je pose des jalons et ce qui m'intéresse, c'est d'être un peu sur une ligne de crête. Et là, ils ont créé une tous les deux, dans lesquelles chacun, qu'il soit athée, croyant ou non croyant, agnostique, se positionne et s'exacerbe quelque part, sort de ses gonds. Moi, c'est ça qui me plaît en fait dans le travail cinématographique. Je n'apporte absolument pas de réponse, mais j'essaie de soulever des bonnes questions. Oui, ce sont des clés de compréhension qui permettent à chacun de faire son chemin, puisque l'individu est par définition individuel, donc forcément on n'a pas tous la même perception, quoi. Ce sont des clés de compréhension finalement. Oui, ou des façons effectivement d'être interpellés. Voilà, c'est déjà si j'arrive à interpeller, puisqu'on est tous aujourd'hui du côté des dissidents et des alerteurs à vouloir éveiller les autres, ce qu'on appelle éveiller les non-éveillés, en fait, interpeller, éveiller, c'est un peu la même démarche. Exactement. Ouais, tout à fait. Alors ce film est donc Uchronic Parabolique, il est en avant-première de sa sortie le 5 avril. C'est au Forum 104 à Paris, 104 rue de Vaugirard, c'est ça. Tout à fait. L'horaire, c'est 19h50, c'est ça. Voilà, moi j'y arrive forcément bien un peu avant, bien sûr, pour installer tout ce qui est à installer. Mais en fait, je vais ouvrir les locaux. Alors, je l'avais précisé sur
mon tunnel de vente, je vais l'ouvrir, je crois que c'était à partir de 19h15. D'accord. Mais tout ça sera mis effectivement dans le lien. Tout à fait. On va en dessous, je le dis pour les personnes qui nous regardent, tous les liens sont en dessous, en description de cette vidéo. Vous pourrez retrouver la filmographie d'Alexandre Belas et également sa chaîne YouTube. Mais pour le film en question, il y a un lien précis. Faut s'inscrire, hein, je crois les places sont limitées. Ça monte Oui, vite, voilà, je il y aura suppose. que de la. Oui, tout à fait. Il y a 80 places disponibles et il n'y aura que de la réservation obligatoire par Internet, donc en ligne, par le biais de ce tunnel de vente que j'ai mis sur ce lien. Il n'y aura pas de guichet sur place, hein. Il faut D'accord. Alors le vraiment tarif c'est 12 euros, hein, je crois. 12 euros. 12 euros. Bon, ce qui reste quand même, je dirais, relativement raisonnable compte tenu du type des films que c'est. Ta spécialité, c'est plutôt quoi? Enfin là, c'est un long métrage, ce Oui. dont on parle. En moyenne, c'est quoi? C'est souvent des courts, des moyens, des longs métrages? Tu n'as pas de préférence Euh, particulière dans ce que tu réalises? Alors si, quand même, je veux dire que il y a eu un moyen métrage, mais il était déjà tout près du long métrage, je crois qu'il faisait 56 minutes. Donc en fait, il faut savoir que le seuil, c'est l'heure. Oui. Donc là, je vois mal aujourd'hui comment faire moins qu'un long métrage. Donc je me suis orienté vraiment sur, on peut dire, si je dois spécifier un peu maintenant, c'est vrai qu'à force de creuser le sillon, on trouve son style. Et je dois dire que c'est vraiment le long métrage, la fiction et le dialogue. C'est-à-dire, pour moi, j'essaie vraiment de créer, aussi prétentieux que ça peut paraître, alors que c'est pas du tout l'intention, un nouveau sillon dans lequel, en fait, le dialogue vient habiller l'image. C'est-à-dire que pour moi, l'essentiel, c'est aussi la richesse du discours, du dialogue à l'intérieur du film, en fait, pour véhiculer. C'est un peu de la contre-cancel culture, voilà. Bien sûr. si je peux, Tout à fait. si je peux dire comme ça. Je pense que ça résume assez bien. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'être un cinéaste alternatif? Parce qu'on va dire que c'est un petit peu du cinéma alternatif quand même, c'est dans l'ensemble. Est-ce que c'est compliqué Avec, de se avec faire une place et de se faire entendre? Alors, on peut déjà tout à fait confirmer que c'est du cinéma alternatif, parce que je ne suis pas du tout adoubé par les grands réseaux classiques qu'on connaît, comme UGC, MK2, etc. C'est pour ça que j'ai Bien que employé je... ce terme d'ailleurs, Et oui, alternatif. parce qu'en plus, je dirais que ils sont réticents à, disons, faire entrer dans les vannes un cinéma qui adopte des valeurs qui ne sont pas celles de la diaspora actuelle, qui ne sont pas celles de la doxa. Donc on a bien vu tous les freins, je pense que le meilleur exemple c'est celui-là, tous les freins qui ont été faits, et d'ailleurs c'est assez scandaleux mais je ne vais pas trop développer, sur la sortie du film Sound of Freedom, qui était simplement à vouloir dénoncer la pédocriminalité. Donc moi j'ai écrit des articles là-dessus parce que quand même je suis assez révolté, j'ai du mal de l'esquiver, c'est-à-dire comment on peut, d'ailleurs je pense qu'il s'effondre tout seul, parce que comment on peut admettre qu'une presse qui doit normalement informer les citoyens veuille absolument esquiver et cacher sous le tapis une réalité qui est en réalité des atrocités pratiquées vers les enfants. Donc là, vraiment, c'est assez impressionnant, quoi. D'autant plus que, je ne sais pas si tu as vu le film, moi je l'ai vu, il n'y a rien de choquant dans ce film, ça met juste en avant effectivement le sujet préoccupant, et ce film a été tout à fait soutenu par les patriotes. Nous-mêmes ici en région, dans le Calvados, on l'a soutenu, il a été projeté par c'est UGC qui l'a finalement accepté. UGC c'est de vrai Caen, que je crois. les gens sortent de là, ils sont quoi? Ils sont KO, hein. Oui. Mais, Oui, non, mais de la même mais pas choqué par quoi que ce soit de vulgaire ou de grossier ou je ne sais quoi. Ça met vraiment le problème en avant. Et oui, c'est vrai que ce qui est pénible, c'est effectivement d'avoir une doxa qui nous interdit de parler de sujets aussi cruciaux que cela, quoi. Parce qu'on est concerné jusqu'en France, malgré tout. Mais je pense que les retombées seront négatives pour cette doxa, et c'est tant mieux pour nous, parce qu'en réalité, on voit bien où est-ce qu'ils mettent le curseur moral, hein. C'est-à-dire que de la même façon, quand ils veulent absolument empêcher la promulgation des listes du fameux Epstein, on est dans la même catégorie, c'est-à-dire il faut à tout prix étouffer tout ce qui est scandaleux et tout ce qui est contre l'enfance. Ça veut dire qu'à partir de là, on devient complice, on devient complice de ces atrocités. Exactement. Implicite. Oui, tout à fait.
Alors effectivement, juste pour compléter, parce que je me suis un peu, j'ai complété. Tu dis, est-ce que c'est difficile de s'instaurer dans le cinéma alternatif? Ben oui, parce qu'en réalité, c'est un peu le parcours du combattant. Il faut prendre son bâton de pèlerin. En plus, il faut savoir que je suis pas du tout du sérail cinématographique, donc la communauté cinématographique, déjà, c'est un vase assez clos, et je parle même pas de la communauté sur-subventionnée qui, elle, ne déclinerait même pas un regard vers mon travail, mais on peut dire que c'est aussi difficile de se révéler et de se faire connaître dans le milieu résistant. Donc là, c'est un peu plus regrettable, on va dire, mais bon, j'y travaille, et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui apprécient mon travail, qui le découvrent, donc qui vont aussi y travailler, qui se projettent déjà en ambassadeur ou ambassadrice, donc ça, c'est très motivant. Nous, déjà, on apprécie ton travail, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et puis, il faudra effectivement que tous ceux qui regardent cette vidéo actuellement la repartagent à droite et gauche sur les réseaux pour que prennent connaissance de ce que tu fais et qui est tout à fait louable, effectivement. Écoute, je te remercie. Voilà. Et évidemment, effectivement, la suite logique, c'est d'être projeté dans des salles de cinéma. Donc c'est le dernier maillon, si tu veux. C'est ce qu'on appelle l'exploitation, quoi. Et c'est le maillon le plus difficile. Bien que je peux t'assurer que 100% autodidacte, de faire tous ces films, il faut des centaines d'heures. Donc ça, en termes de difficulté, c'est pas mal. Mais le dernier maillon, la projection en salle, il est plus difficile que je ne pensais. Les cinémas d'arrêt-essai ont déjà essayé tu as déjà essayé sur des cinémas d'arrêt-essai de proposer tes créations? Alors j'ai commencé à regarder de plus près, mais là aussi il y a des barrières plutôt administratives. Il faut être constitué en société, il faut avoir certains critères, certaines conditions. C'est encore un parcours administratif du combattant, c'est autre chose, c'est une autre bataille. Mais je n'exclus aucune piste, bien sûr. Alors il faut préciser quand même qu'Alexandre fait tout. De A à Z, ou presque, je crois, tu fais tout. Que ce soit le montage, la réalisation, le tournage, la voix off, même, on a un point commun. Moi qui a fait de la radio et de la production audio, on a un point commun, je fais aussi de la voix off. Donc oui, tu fais absolument tout, de A à Z. Le scénario, les prises de vue, la narration, effectivement. Mais c'est passionnant. C'est passionnant, tout à fait. Alors, on va rappeler donc Ukronich Parabolique, c'est donc le 5 avril prochain en avant-première, en exclusivité, pour 80 personnes d'entre vous, 12 € pour le tarif d'entrée, c'est au Forum 104 rue de Vaugirard à Paris dans le 6e. Voilà. C'est ça. Vous êtes les bienvenus, bien sûr, tous, patriotes ou non, tous ceux qui veulent découvrir le travail d'Alexandre, il n'y a aucun problème. Écoute, magnifique. On va terminer avec la bande-annonce de ce film, justement. D'accord. On va terminer là-dessus, que les gens se rendent compte un petit peu de ce que tu proposes. Et puis, pour le reste, donc pour les autres films déjà réalisés, on place les liens Vimeo, de la plateforme Vimeo, en description de cette vidéo, pour permettre à tout le monde de découvrir l'ensemble de ton travail. Voilà. Écoute, merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Merci Alexandre. Et puis bon courage pour la suite, et puis j'espère que tu feras le plein pour cette session. Alors, c'était une avant-première pour ton Apparemment, c'est bien parti. La sortie, si je peux dire après, sera disponible sur Vimeo aussi? Alors, je ne vais pas tout de suite le mettre sur Vimeo. Moi, au contraire, cette fois-ci, je vais vraiment privilégier et je pense que ça va se déployer. Je pense que là, je vais activer tous les leviers possibles et j'ai vraiment maintenant des gens solidaires de mon travail et qui l'apprécient. Et je vois vraiment qu'ils y déploient une énergie et toi aussi, bien sûr, et ça fait vraiment plaisir et c'est très motivant. Parce que sinon, c'est pas évident de travailler dans la solitude. Eh bien non, j'ai déjà des bonnes pistes sur des salles connues à Paris. Pour l'instant, je le garde un peu secret. Oui. Mais effectivement, il y a déjà une très belle salle à Paris qui a déjà fait ses preuves. Et d'autres salles en province, et je n'exclus pas du tout l'UGC de Caen. Pourquoi pas? Donc là, voilà. Ou une plus petite salle alternative, mais qui pourrait permettre de faire quand même des entrées. Aussi. Ah mais tout à fait. Et puis alors voilà, donc après il faut que je réfléchisse bien à la stratégie pour compléter ma réponse. Est-ce que je vais faire en parallèle effectivement la location streaming sur Vimeo, la plateforme Vimeo, où tous mes films se louent à 2,50 € par film, et je ne mets pas à 24 heures comme la plupart des locations streaming, je le mets sur 48 heures. Oui, donc si vous voulez repasser un copain, moi j'y vois rien, il n'y a aucun souci. Donc il est possible que je fasse soit une stratégie purement 100% projection en salle, province, Paris, soit en parallèle les deux. D'accord.
Affaire à suivre. Donc, Affaire à suivre. très bien. Merci Eh ben, beaucoup, Alexandre. Et puis à très vite, j'espère. à une prochaine fois avec plaisir. Merci. Beaucoup. Au Emmanuel, revoir. au revoir. Zarathustra descendit seul des montagnes et il ne rencontra personne. Mais lorsqu'il arriva dans les bois, soudain se dressa devant lui un vieillard qui avait quitté sa sainte chaumière pour chercher des racines dans la forêt. Et ainsi parla le vieillard et il dit à Zarathustra : Ne va pas auprès des hommes. Reste dans la forêt. Demeure auprès des bêtes. Les pensées qui arrivent à pas de loup, ce sont elles qui mènent le monde. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. L'art est rien que l'art. Nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité. La vérité est comme un soleil. Elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. C'est ici, en l'an 2024, sur les hauteurs du mont Forçat-Réal, que se rencontrèrent ces deux sommets de la poésie, autant lyrique, allégorique que philosophique. Victor Hugo et Frédéric Nietzsche. Oh, comment ne brûlerais-je pas du désir de l'éternité, du désir de l'anneau des anneaux, l'anneau nuptial du retour. Jamais encore je n'ai rencontré la femme de qui j'eusse voulu des enfants, si ce n'est cette femme que j'aime, car je t'aime, ô éternité. Il lui fallait saisir cette occasion unique pour braver les rires et la torpeur des derniers ignorants qu'il avait croisés en quittant sa montagne, et révéler à tous les hommes de bonne volonté qui voudraient sortir à jamais de cette chape de plomb posée sur l'humanité ce que serait le surhomme du XXIe siècle. Un alerteur, un phare, un guerrier combattant pour le beau, pour le bien et pour le juste, un protecteur des peuples, un gardien de l'humanité. Zarathustra voulut accompagner ce mouvement inéluctable de l'histoire en rendant hommage à son compagnon Victor Hugo qui reposait au Panthéon. Ce fut aussi ses premiers pas pour encourager et saluer la libération progressive de toutes les forces productives de paix, de beauté, de vérité, de justice et de liberté qui vibraient dans le cœur de tous les peuples.